Donc nous allons terminer ces 2 jours par la table ronde qu'on vous avait indiquée sur le programme. Le sujet de cette table ronde est Sophia Antipolis, force de proposition inspirante pour le monde, vaste sujet. Et nous avons le plaisir d'avoir pour cette table ronde Monsieur Pierre Lafitte, l'association historique de Sophia Antipolis, fondateur de la Technopole, Éric Ballot de Mines ParisTech, Étienne Anglaise d'Aurillac du groupe Total, Guillaume Lebert, Pragma Industrie, Jean-Philippe Nabeau de l'INRA. Je crois que j'ai dit tout le monde, c'est tout bon. Et Jacques Jacquet, c'est toi Jacques que j'avais perdu, parce que t'étais pas dans l'ordre. Jacques Jacquet, bien évidemment, Diatel SAS. Donc, tu commences la première question? Bon, j'y vais. Alors, on va vous poser une question sur les enjeux environnementaux actuels. Est-ce qu'ils nécessitent une adaptation de nos méthodes et de nos matières d'innover? Les traditionnels incubateurs, business plan, levée de fonds, etc. Qui veut commencer à répondre? D'abord, bonsoir. Pour moi, la fonction technopolitaine est une fonction essentielle dans le support aux entreprises, mais pas forcément dans les façons d'innover. Aujourd'hui, la recherche, qu'elle soit fondamentale, opérationnelle, a renforcé ses liens de façon considérable avec les entreprises. Et on peut dire que s'il y a des évolutions, ces évolutions sont attendues, souhaitées et conduites dans un accord entre chercheurs et industriels. Donc c'est pas tellement sur la manière de rechercher. En revanche, pour accompagner la mise en œuvre de ces recherches, c'est-à-dire leur introduction sur le marché et l'appropriation par les entreprises de ces innovations, et notamment des innovations de rupture, les entreprises ont besoin de lieux d'échange qui leur apportent une culture, une vision, qui leur apportent un support. D'abord un support de formation sur les managers, les jeunes managers qui vont être amenés à mettre en œuvre avec succès ces innovations. Et sur ce plan-là, les entreprises devraient pouvoir s'appuyer sur les technopoles, et à l'image de Sophia Antipolis et l'initiative de Pierre Lafitte, des technopoles qui prennent le lead sur l'appropriation des problématiques environnementales et climatiques. Ce qu'on attend comme type de réponse face au changement climatique, ça peut être des innovations qui sont restreintes au départ, mais qui doivent avoir une portée extrêmement générale et qui doivent avoir une diffusion à l'échelle mondiale qui leur permet d'avoir un impact à la mesure du défi du changement climatique. Ce qui veut dire aussi que par rapport à la manière traditionnelle de manager de l'innovation ou d'avoir des incubateurs, des startups, etc., ça peut demander aussi à un autre niveau d'avoir une réflexion sur comment un secteur, des filières peuvent prévoir, s'organiser et définir des feuilles de route pour aller vers un point attendu, un point désiré, à un rythme compatible avec celui des entreprises. Je prendrai un exemple qui, pour moi, est assez marquant, c'est celui des semi-conducteurs, où en fait, il y a une loi de Moore qui existe. Cette loi de Moore n'est absolument pas une loi de la physique, n'est pas une loi universelle, mais est en fait un business model. C'est celle qui dit qu'on va diviser tous les 18 mois la taille de la gravure et donc multiplier par 2, si ma mémoire est bonne, le nombre de composants élémentaires, transistors sur une tranche de silicium. Eh bien, en fait, je pense que pour le changement climatique, on a aussi un peu besoin de ce genre d'outils. C'est-à-dire que les filières soient capables de se définir un rythme de progression qui permette d'atteindre l'objectif final. Et c'est aussi, du coup, un outil de coordination. Parce qu'en fait, il n'y a aucun miracle dans la loi de Moore, dans le rythme des innovations dans les semi-conducteurs. C'est parce qu'en fait, la recherche sait que dans 10 ans, il faudra être à tel niveau. Le fabricant de machines sait que dans 5 ans, il faudra qu'il livre une machine qui fasse ça. Le designer sait que dans 2 ans, il pourra compter sur ça, etc., etc. Et donc, ça permet à l'ensemble des acteurs de se coordonner pour atteindre un objectif d'ensemble. Et je pense que dans les défis qui sont devant nous, de ce type-là, on a besoin à la fois de points d'aboutissement, de rythme pour y aller par filière, pour permettre à chacune des filières de définir sa manière
d'atteindre ces objectifs. Et ça va pas de plus en plus vite? Je vais revenir effectivement sur la question de la recherche, parce que les méthodes quand même de recherche et les conditions, je dirais, de la recherche évoluent quand même dans une certaine mesure. Bien sûr, on a toujours de la recherche fondamentale, heureusement, parce que sans la recherche fondamentale, à mon avis, on n'avance pas beaucoup. Mais il faut de plus en plus peut-être sortir. Enfin, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'on pouvait parler à un moment du temps de la recherche fondamentale, puis recherche appliquée, etc. Aujourd'hui, on est dans beaucoup de cas en fait dans une recherche finalisée, c'est-à-dire qui combine effectivement la recherche fondamentale, mais qui combine aussi quelque part l'aval. Et ça, c'est vu, je dirais, peut-être plus près de la source que ça ne l'était avant. Et puis, évidemment, bon, je représente l'INRA, donc les agrosciences, l'agronomie. Il est évident que là, il y a aussi une évolution dans le contenu des recherches, c'est-à-dire de plus en plus, on prend en compte aussi l'adaptation. On l'a vu ce matin. Enfin, j'emploie le mot adaptation, mais il n'y a pas que l'adaptation, vous le savez, au changement global, qui est le changement climatique entre autres, mais pas uniquement. Et donc, ça, c'est aussi effectivement un point qui rentre de plus en plus dans la finalité des recherches. Et puis, puisque je dis que finalement, on est beaucoup plus intégratif dès le départ d'un petit peu toutes ces étapes, je dirais, et pourquoi pas jusqu'à l'application, voire même jusqu'à la création de start-up, etc. C'est effectivement important aussi pour nous d'être dans une technopole comme Sophia Antipolis, parce qu'en fait, nous bénéficions d'un écosystème qui est extrêmement complet. Nous bénéficions de cette proximité, que ce soit avec d'autres organismes de recherche, mais avec le Business Pole, par exemple, avec des acteurs, on va dire, de transfert comme les incubateurs publics, l'incubateur PACA Est, ou aussi encore, je citerai, la société d'accélération de transfert de technologie, donc la SATT Sud-Est. Et donc, je ne vais pas évidemment être exhaustif parce qu'il y a bien d'autres acteurs, pôle de compétitivité, etc. Mais je dirais que la proximité avec ces acteurs, qui ici est tout à fait réelle et je ne vais pas dire qu'elle est unique, mais en tout cas, elle est exceptionnelle. Je crois qu'il faut le dire. C'est évidemment un point aussi important pour justement que nous puissions mettre en œuvre cette évolution des méthodes de recherche et de l'évolution donc de ce contexte avec, je dirais, un aspect multipartenarial beaucoup plus important. Alors moi je suis pas du tout de Sophia Antipolis, limite je découvre, c'est la première fois que je viens ici. Oui, juste pour le cas présent, je pense qu'il y a un moment où il faut passer de la subvention qui permet d'initier une idée, de la mettre en application, et puis à un moment tendre vers la preuve du business model et de sa durabilité. Et je ne sais pas, enfin, je vais regarder par ma toute petite lorgnette vélo, je ne sais pas quelles sont les intentions de Sophia Antipolis, mais en tout cas, si vous voulez être une vitrine, il y a de multiples opportunités qui s'offrent à vous pour mettre des choses en œuvre au-delà de 10 vélos et ma trombine sur toutes les pages, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, votre vélo a eu du succès aujourd'hui, hein, il a été. Nous, du côté de Total, on pense que, alors moi je parle un peu comme directeur climat, hein, c'est-à-dire que le sujet climatique, il va nécessiter deux choses, des ruptures technologiques majeures, et puis une volonté politique, un contexte réglementaire qui doivent aider ce changement et le changement d'habitude de consommation de toute la société et du business model. Donc il y a ces deux éléments. On investit donc très fortement dans la R&D. On regarde un peu tous les sujets, hein. On est relativement agnostique d'un point de vue scientifique. On pense qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il faut travailler tous les sujets. Donc on regarde le CCUS, on met près de 10% de notre R&D dans le CCUS. On regarde les bio, l'hydrogène, les algues, etc. Et la R&D est très axée bas carbone aujourd'hui. On a un fonds de private equity qui a investi dans des startups qui s'appelait Total Energy Venture et qu'on vient de renommer Total Carbon Neutrality Venture. Donc sa mission, sa nouvelle mission est de se focaliser exclusivement sur du bas carbone, donc sur le sujet climatique, c'est décarboner le mix énergétique. Et puis bien sûr on participe à plein de partenariats avec des universités aussi bien en France qu'aux États-Unis. Voilà, donc on attend énormément de ces partenariats, de bonnes idées pour avancer. Je crois que Monsieur Lafitte veut parler. Oui, je pense que vous avez tous raison, mais je crois que concrètement,
À la fin de cette magnifique opération, Eugénie, merci de l'avoir organisée. Je vous en prie, monsieur. Peut-être faudrait-il préciser que nous voulons vraiment que les innovations de rupture qu'a évoqué notre ami de Total puissent être industrialisées rapidement. Pourquoi rapidement? Tout simplement parce que nous n'avons pas le temps. Et notre idée, c'est quand même qu'à partir de ces innovations de rupture que nous allons développer, qui ont été développées en général au bout de 20 à 25 ans de travail, pour arriver à une forme de rupture qui soit industrialisable, ce qui est indispensable pour qu'elle soit utile dans la position où nous sommes actuellement, où l'humanité est quand même sous une énorme menace. Cette menace, c'est l'emballement du dérèglement climatique. Ce dérèglement, il conduit quand même déjà à une diminution de 1% du produit intérieur brut mondial, d'après l'évaluation pour l'année 2017. Et c'est en train d'augmenter. Et c'est en train d'augmenter massivement parce que il se trouve que l'immense continent antarctique, 14 millions de kilomètres carrés, 30 fois la France, recouvert de parfois 2 kilomètres de glaciers, commence à alimenter la montée des eaux, alors que jusqu'à présent, il l'a diminué parce qu'il recevait plus de neige qu'il n'en fondait. Depuis 2018, c'est le contraire. Et les géologues savent qu'au cours du quaternaire récent, dans les 10, 20 000 dernières années, il a contribué à des mouvements du niveau des mers qui ne se mesurent pas en millimètres, qui se mesurent en décamètres, de 20 à 30 mètres pour monter ou pour descendre. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'actuellement la NASA, qui n'a pas les mêmes contraintes que le GIEC, qui n'a le droit de parler que de choses qui sont mesurables et déjà mesurées. Et la NASA a constaté qu'il y a un énorme glacier qui est en train de tomber. C'est un glacier qui est à peu près grand comme 2 fois la France, et qui, lorsqu'il tombera, ce qu'on ne sait pas si c'est l'année prochaine ou dans 10 ans, mais en tout cas, c'est pas dans 50 ans. Ça fera une montée des mers en un seul coup de 46 cm. Et qui risque d'avoir un effet domino, c'est-à-dire d'entraînement par conséquence pour d'autres glaciers, de 2,40 m. Et ça, c'est la NASA qui a créé une section spéciale pour étudier ceci. C'est étudié par une quantité d'universités qui étudient dans le détail avec des glaciologues. C'est quand même inquiétant. Oui. Parce que ça veut dire que les cités côtières du monde, l'ensemble des ports du monde sont menacés. À un terme qu'on ne peut pas définir aujourd'hui, mais que l'on peut essayer de limiter dans le temps au point de vue danger. Et c'est donc la notion pour laquelle tous les experts climatologues, tous en expression, j'en ai rencontré plus d'1 millier de par le monde
dans un rapport que j'ai fait en 2006 pour le compte de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui sont le seul moyen pour le Parlement de contrôler les stratégies futures, telles que le développement de n'importe quel domaine, en particulier le domaine énergétique. Eh bien, ils sont inquiets. Tous sont inquiets. L'emballement, on ne sait pas quand il commencera, mais on sait qu'il commencera certainement si on dépasse les 2 degrés que tout le monde considère comme importants, alors qu'on en est pour le moment à 1 degré, qu'on sera à 1,5 degré dans moins d'une dizaine d'années. Donc, nous avons l'intention de créer cette union de ce club de l'ensemble des cités côtières. Nous aurons déjà une dizaine de réponses positives pour les cités côtières, alors que Gianni Plessis n'avait que peu de temps pour préparer ceci en même temps que les 2 journées que nous avons vues. Et je pense que nous avons déjà l'objectif étant justement de rechercher une série de ruptures technologiques que l'on puisse industrialiser. Et ceci nécessite une liaison avec des gens qui pourront être particulièrement intéressés par le succès des opérations, et notamment ce club des cités côtières. Mais nous avons aussi, depuis hier soir, que nous pouvons faire un club des... J'ai téléphoné à notre amie Candace Johnson. Elle m'a confirmé qu'elle est bien décidée, avec notre appui, de faire un club des business angels mondiaux, ce qui est intéressant. D'autant plus intéressant que nous sommes en relation avec les Golden Alumni, qui sont les anciens des grandes écoles des universités francophones aux États-Unis, où ils ont réussi et sont établis. Eux, ils ont un système de communication très avancé, puisque chaque semaine, ils organisent des réunions. Et il faudrait que Gianni, vous leur fassiez un compte rendu de ce qu'on a fait ici. Demain matin, s'il vous plaît, monsieur, parce que ce soir, ça va être difficile. Demain matin, on va commencer ça. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ce que, ou dire quelque chose par rapport aux préoccupations majeures de monsieur Laffitte à l'heure actuelle? On a entendu tout ça pendant 2 jours, mais est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Est-ce que vous voulez? Oui, allez-y, je vous en prie. Simplement une réaction, je partage totalement la préoccupation, notamment à plusieurs niveaux, en tant que scientifique, en tant que père de famille, en pensant à l'avenir de mes enfants, tout simplement. Et je vois aussi, et je pense que ça passe aussi par là, les nouvelles générations d'élèves ingénieurs que nous formons à l'école des mines et qui arrivent avec des préoccupations et avec des questionnements qui sont très différents de ceux. Et ça, je trouve que c'est un facteur extrêmement positif. Et donc, par exemple, là, juste quand j'ai fini, là, j'ai une élève qui doit m'appeler parce qu'elle organise pendant 2 jours un séminaire à l'école où, en fait, c'est les élèves qui définissent le programme, où ils veulent entendre l'ensemble des professeurs qui ont des choses à dire sur le changement climatique, sur les méthodes, sur des solutions, pour se faire eux leur propre expertise. Et c'est pas seulement ça, je le vois en tant que professionnel, mais je peux le constater aussi en tant que père de famille avec ma famille, ma propre famille, où on regarde ce que l'on mange, on regarde comment on achète, on regarde comment on se déplace. Et donc, par exemple, l'Antarctique, ça peut être un peu loin et un peu abstrait, même si c'est très important, hein, mais dans les Alpes, qui est beaucoup plus proche pour vous et que nous connaissons aussi nous, on a pu mesurer cet été la défiguration d'un certain nombre de massifs qui n'est pas et
cet été a été vraiment marquant dans le sens où on se dit que peut-être que la montagne qu'on a vue, nous ne la reverrons plus. Et même nos enfants, il y a quasiment, enfin, si on suit les lois de l'évolution de l'atmosphère, le coup est parti et ça ne s'inversera pas. Et donc, on a fait tout l'été sans déplacement motorisé, que en faisant motorisé au sens de la voiture, du vélo, de la marche à pied, du train, etc., de manière à limiter, à restreindre, voilà, à contingenter nos déplacements, puisque chaque déplacement a une conséquence. Ben, ça nous amène directement, je la pose la question, mais ça va dans le même sens. Tu pourras répondre justement à la deuxième question qu'on voulait vous poser, c'est qui peut ou doit faire évoluer nos systèmes? Est-ce que c'est le consommateur citoyen ou le fournisseur industriel producteur? Est-ce possible, est-ce souhaitable? Alors là, on a comme exemple Greta Thunberg qui interpelle et qui fait pression sur les politiques, l'application Yuka, téléchargée à plusieurs millions d'exemplaires et qui force la grande distribution à changer ses recettes de plats préparés. Et également la multiplication des usagers vélo-voiture. Enfin, vous connaissez tout ça, hydrogène électrique, qui impacteront les réseaux de distribution d'énergie. Alors donc, qui finalement doit faire évoluer nos systèmes? Oui, je voudrais relayer ce que vous venez de dire, et notamment le fait que les grandes écoles, les universités de l'Île-de-France se sont réunies pour créer ce qu'ils appellent des campus de transition et accueillir toutes disciplines confondues les étudiants volontaires pour travailler ensemble sur des projets prenant en compte les dimensions environnementales et climatiques. Et ce qui montre que sur un plan générationnel, on a une génération de futurs managers qui sont en train, dans leur cursus de formation, d'intégrer, je dirais assez naturellement, les problématiques environnementales et climatiques. Et ça crée, sur un plan générationnel, une future génération de consommateurs, de salariés, de citoyens qui vont naturellement transformer la demande et le marché, et comme vous le disiez tout à l'heure, qui vont aider les entreprises à poursuivre leur adaptation vers une prise en compte des problématiques environnementales et sociétales. C'est-à-dire que cet effet générationnel est un véritable atout pour la planète, dans la mesure où il peut amener et accélérer ce que Pierre Lafitte appelle, à savoir une industrialisation et une mise en œuvre plus rapide des innovations de rupture. Et sur ce plan-là, c'est un atout considérable que les technopoles devraient pouvoir facilement accueillir et être des lieux justement d'intégration de ces façons de voir. Oui, moi, je pense que tout le monde, pour répondre à votre question, tout le monde doit participer à l'effort collectif, hein, aussi bien les entreprises, les consommateurs que la puissance publique. Les entreprises innovent et sont une force de proposition, et les consommateurs doivent changer leur comportement, et la puissance publique mettre des conditions, une législation, une réglementation qui fasse évoluer les pratiques. Mais je pense que il faut vraiment que les trois soient pleinement engagés dans le combat. S'il en manque un, ça marchera pas. Et il y a pour moi une chose qui est absolument incontournable, c'est de mettre un prix au carbone. S'appuyer uniquement sur la bonne volonté des gens, et c'est un peu malheureusement le mensonge qui est un peu véhiculé dans la presse. Moi, je vois mes enfants sont hyper sensibles au sujet climatique, mais ils pensent qu'en éteignant la lumière dans leur chambre, ils vont changer la donne. Mais c'est pas matériel, ça ne changera rien. Enfin, ça changera un tout petit peu, mais c'est pas le sujet. Le sujet, il est infiniment plus structurant, et on ne structure la société aujourd'hui que par des signals prix forts. Et donc, penser que la transition se fera sans prix du carbone, franchement, moi, j'ai beaucoup de mal personnellement. Alors, c'est pas la position totale, mais la position totale, de toute façon, c'est d'être très favorable à un prix du carbone. Mais même à titre personnel, je pense qu'il n'y aura pas de transition sans signal prix fort sur le CO2. Et à partir du moment où le monde politique ne s'aligne pas, parce que c'est douloureux un prix du carbone, augmenter le prix de l'énergie, c'est probablement moins de recettes fiscales, moins de croissance, c'est plein d'effets induits qui peuvent être douloureux. Et donc, si on ne rentre pas dans une politique fiscale qui pousse les gens, c'est juste le principe du pollueur-payeur, c'est celui qui émet paye le coût associé à ses émissions, c'est simple. Mais c'est quelque chose d'absolument indispensable pour que les comportements changent, pour que les industriels
puisse investir avec une visibilité longue, un prix du carbone prévisible sur 10, 20 ans, c'est, je pense, absolument indispensable. Et après, il faut effectivement que les acteurs et que les universités fassent de l'innovation, que les entreprises fassent du marketing bas carbone. Mais je pense qu'il y a quand même un prérequis sur la tarification du carbone. Excusez-moi, mais moi je pense que dans le secteur de la grande distribution, c'est parce que les gens, les consommateurs commencent à regarder ce qu'il y a dans les plats préparés que les industriels changent leurs recettes. Et ça passe par là aussi. C'est bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Et il faut qu'on puisse avoir une définition pour un plan carbone. Et ce plan carbone, moi je l'ai proposé en 2006, à la suite d'une étude que j'avais faite, que j'ai évoquée pour le compte de l'OPEX. Eh bien, mais j'avais dit en même temps, il faut en même temps prévoir une compensation pour les plus démunis et les plus touchés. Donc c'est pour les territoires et les plus démunis. Mais ceci, c'est quand même aussi la base de ce fameux plan finance-climat, le plan finance-climat de M. Larouturou. Et M. Larouturou, à mon avis, a raison d'essayer de faire ça en même temps qu'une espèce d'harmonisation des taux de prélèvement financiers par chacun des États européens qui varient entre 18 et 38%. Donc il y a là une possibilité de financement important qui fera un peu de peine peut-être aux plus riches, mais ça ne me gêne pas outre mesure que la trentaine de traders américains qui gagnent autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre soient plus touchés par des impôts considérables. Bien sûr, non, mais c'est pour ça que la taxe carbone simple, elle est naturellement régressive, c'est-à-dire que elle touche plus fortement les classes les moins aisées, qui en proportion de leurs revenus dépensent plus en énergie que les riches, et moins les classes les plus aisées. Donc il faut un peu de créativité fiscale pour rendre cette taxe non pas régressive mais progressive, c'est-à-dire qui redistribue vers les classes les plus aisées le produit de la taxe. Et nous, et là, il y a des vraies propositions qui existent sur le marché, entre guillemets. On est membre fondateur d'une initiative qui s'appelle le dividende carbone, qui est une initiative américaine soutenue par 24 prix Nobel et qui est très, très complète, très bien faite, où justement, on crée des mécanismes redistributifs qui permettent de pas avoir le phénomène gilet jaune et de s'assurer que cette taxe carbone, elle pousse les gens à émettre moins de carbone, mais elle redistribue le produit de la taxe de manière plus importante vers proportionnellement vers les classes les moins aisées et pour que ce soit acceptable socialement. Après, il faut que ce soit acceptable politiquement. On a les outils. Les outils sont là. Il faut simplement la volonté politique. Oui. Mais si vous voulez, moi je crois que malheureusement, les outils qui nécessitent des accords intergouvernementaux sont très longs à mettre en œuvre. Et que par conséquent, même si ce n'est pas notre devoir, c'est un devoir éthique pour les sophipolitains, par exemple, qui sont quand même en gros des privilégiés, d'essayer d'être le fer de lance et de faire démarrer quelque chose localement, parce que c'est plus rapide. Et comme le temps nous presse... Oui, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le sénateur, sur il est nécessaire de répartir. Et croiser avec une remarque qui a été faite hier pendant une des présentations, qui était de dire oui, on va encore s'autoflageller, mettre des mécanismes dans un pays où tout est déjà très régulé, très organisé, etc. Les enjeux sont pas là.
Les enjeux sont sur l'Afrique qui a une démographie galopante, un taux d'équipement qui est largement inférieur au nôtre et à qui on montre quelque part un exemple qui n'est pas forcément le bon. Oui, je voulais revenir effectivement sur la question telle qu'elle peut être posée initialement. J'aurais tendance à dire évidemment, je crois comme tout le monde ici, que nous sommes tous évidemment concernés. Alors après, évidemment, il y a des initiatives diverses et variées. Je crois qu'aujourd'hui, on entend aussi quand même beaucoup de discours qui opposent un petit peu les uns aux autres, et je pense que ce sont pas forcément ces discours, même s'ils partent, je pense, de bonnes intentions et de faits réels, qui forcément aident le plus à progresser. Donc moi, j'aurais tendance à dire que ce qui est aussi important, c'est d'avoir des ponts finalement entre toutes ces catégories, entre tous les acteurs qui vont y contribuer de façon différente. Alors, si je prends par exemple ce que peut faire un organisme de recherche comme l'INRA, c'est aussi de développer la science participative, parce que ça, c'est très important. Et je profite évidemment de le dire, puisque cette semaine a lieu la fête de la science à l'échelle nationale, avec d'ailleurs sur Sofia de nombreuses manifestations. On avait sur l'INRA la semaine dernière, on aura le CNRS ce week-end, et en plus qui fête ses 80 ans, donc c'est aussi important et un symbole aussi très fort. Et donc je crois qu'aussi sur le plan scientifique, la science participative peut être aussi un élément important. C'en est un parmi d'autres, bien entendu. Je considère qu'évidemment ça ne peut pas être le seul. Et je crois qu'un autre élément aussi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que de plus en plus la recherche se fait en lien, et ça a été dit aussi au début, en lien avec le monde socio-économique. Je parlais tout à l'heure des acteurs intermédiaires, mais évidemment je pourrais parler tout autant des agriculteurs, des chambres d'agriculture, des centres techniques, avec lesquels aussi il faut qu'on travaille et qu'on partage. Moi, je suis toujours, et je le dis, toujours très admiratif de ce que font les agriculteurs quand je regarde les évolutions qu'ils opèrent et leur écoute finalement quelque part par rapport à des concepts qui peuvent être parfois un petit peu déconcertants. Donc là encore, je crois que c'est aussi encore un pont que l'on fait autour peut-être d'une filière et de ces différents acteurs qui peuvent essayer de mettre en commun des concepts à la fois innovants et évidemment qui vont dans le sens de la réduction de l'impact environnemental. Un mot pour prolonger la réflexion sur la science participative, sur le fait que les problématiques environnementales et climatiques interpellent le fonctionnement démocratique. On se rend compte que la démocratie élective, qui est les fondements de la République, aujourd'hui ne donne pas pleinement satisfaction par rapport, je dirais, aux craintes, par rapport aux angoisses qu'exprime la population et notamment les nouvelles générations. Et c'est vrai que la science, qui pour ma génération a représenté un absolu de vérité et de certitude, aujourd'hui n'a plus cette même valeur au niveau sociétal. Ce qui veut dire qu'il faut réconcilier les populations avec d'une part la probité scientifique et les valeurs que nous apporte la science, mais aussi comment l'industrie et comment l'activité économique a aussi des valeurs partagées et est en mesure de créer ce climat de confiance. Encore une fois, les espaces technopolitains sont une agora qui est propice à ce dialogue entre les populations et les lieux de recherche et les lieux de science et des lieux de mise en œuvre de l'innovation. Je souscris totalement et j'irai un petit peu plus loin et je rebondirai sur le... certes, les outils économiques sont importants car ils sont extrêmement structurants, mais des outils, des apps, vous mentionnez Yuka, qui peut paraître anecdotique, mais qui en fait, on voit... en fait, tout ça renvoie à l'éducation. Et derrière l'éducation, la science n'est jamais très loin. Et ce qui est quand même aussi assez positif à travers des applications de ce type-là, c'est que si on donne à tout à chacun des moyens de comprendre des enjeux, des moyens de se situer, des moyens d'agir, eh bien en fait, on s'aperçoit quand même qu'il y a de la réponse. C'est-à-dire que les gens se saisissent des outils qu'on leur donne, sont capables de faire évoluer même par eux-mêmes leur comportement, et même si effectivement, c'est pas ça qui va faire une transition énergétique, puisque ça nécessite évidemment des investissements et de la recherche qui se font à des tas d'autres échelles, mais ça contribue quand même à des prises de conscience, à légitimer des actions, à mettre de l'éducation et à remettre des faits et de la science au cœur de l'action et non pas des spéculations ou des choses qui arrivent par ailleurs et qui, je l'exprimais tout à l'heure à travers la logistique, nous font aller complètement à l'envers de ce que l'on devrait faire. Oui, au lieu d'aller faire mes courses en bas de chez moi, je me fais livrer un sandwich d'un endroit, puis le dessert d'un autre endroit. Enfin, je veux dire, voilà, je n'irai pas plus loin.
Peut-on aujourd'hui prévoir des innovations, disruptions qui vont modifier le monde de demain dans le domaine de la mobilité et des pratiques agricoles ou autres? Est-ce qu'on sait déjà ce qui va se passer au niveau de l'innovation? Non, moi je dirais non. Par définition, si ce sont des ruptures technologiques, par définition, on ne les connaît pas. Donc c'est à vous de les trouver, de nous les et puis on vous aidera pour les amener. Et voilà. Je voulais juste dire peut-être un tout petit mot sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui est intéressant sur les pays en voie de développement quand même, parce que on représente quand même moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Pensez que simplement en modifiant un peu notre comportement, on va résoudre le problème. Il faut faire attention parce que l'essentiel des excédents de CO2 émis dans l'atmosphère et de la croissance du CO2, c'est les pays en voie de développement, c'est la Chine, l'Inde et l'Afrique. Et ces gens-là, par exemple, ont à leur disposition une énergie qui coûte rien, qui est le charbon, qui est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que nous, on plaide de manière un peu pragmatique pour dire, c'est pas parfait, mais on propose d'introduire le gaz dans l'équation dans ces pays-là, et on essaie dans ces pays-là de convaincre les gens à utiliser du gaz plus cher que du charbon, mais du gaz 2 fois moins émetteur de gaz à effet de serre. Et les effets sur le réchauffement climatique sont absolument majeurs. Donc il faut bien avoir ça en tête, que la partie se joue aussi hors de France. Hein. Je voudrais vous rassurer un petit peu sur les Chinois. Je suis convaincu, pour ma part, que les Chinois sont très conscients des problèmes qui se posent pour 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et j'ai eu l'occasion de piloter une mission d'information sur les universités chinoises à la demande des Chinois pendant 3 semaines. Je peux vous assurer qu'ils sont capables de modifier leur comportement rapidement. En particulier, ils ne mangeaient jamais de pommes de terre. Ils ont constaté que le pomme de terre pouvait se faire avec moins d'eau que le riz, et ils remplacent régulièrement, dans toutes les cantines scolaires, le riz par des pommes de terre, pour que leur jeune génération apprenne à manger des pommes de terre, ce que leurs parents ne faisaient pas. Et dans tous les domaines, ils ont compris, notamment dans le nord de la Chine, où maintenant, ils ont des problèmes d'eau potable, parce que il y a les glaciers de l'Himalaya fondent et ne vont pas continuer à assurer. Une fois qu'ils seront fondus. Et quand ils seront fondus, il y aura des problèmes. Et ça, ils le savent. Et la façon dont ils ont géré Hong Kong depuis plus de 50 ans, ils avaient dit aux Anglais, attention, vous allez terminer, etc. Enfin, mais c'est quand même une nation de gens intelligents et travailleurs. Et très individualistes, contrairement à ce qu'on croit. Oui, je vais juste... Non, mais allez-y sur les pommes de terre, je reviendrai. Non, je vais pas forcément m'étendre sur la question des pommes de terre, même si en fait c'est un point, à mon avis, extrêmement important, surtout à l'échelle que représente évidemment la Chine. Moi, je reviens un petit peu quand vous disiez effectivement innovation et disruption dans les pratiques agricoles. Alors, je renverrai un petit peu à l'exposé qui a été fait ce matin là par mon collègue Patrick Bertuzzi, qui expliquait que les évolutions pouvaient se faire à la fois de façon incrémentale, de façon systémique ou avec des transformations très fortes et radicales, si je puis dire. Et il a bien expliqué effectivement que l'incrémental, ça s'était largement pratiqué, le systémique aussi dans une certaine mesure, et que sur les réelles transformations, on va dire de fond, on n'en était effectivement pas là. Mais je dirais que pour moi, il y a quand même, et je le disais un petit peu tout à l'heure déjà, des transformations très importantes, dans la mesure où la dimension de l'adaptation au changement global est de plus en plus intégrée. Et quand je dis qu'elle est de plus en plus intégrée, elle l'est aussi par les producteurs. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est eux, quelque part, qui vont assurer cela, tout en restant de plus en plus, je dirais, respectueux de l'environnement. Alors, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas aujourd'hui,
aujourd'hui. Mais on voit très bien qu'il y a une volonté très claire d'aller encore plus loin. Et c'est aussi un petit peu l'objet de nos activités. C'est-à-dire de travailler sur les possibilités d'évolution donc de l'agriculture. Alors par exemple, il faut aussi qu'on travaille sur les ravageurs, il faut qu'on travaille sur les auxiliaires. Je ne cite que 2 sujets, mais il y en a évidemment, vous le savez, sur la génétique aussi. Enfin, il y a plein de sujets évidemment. Et tout ça, ça permet quand même une évolution incrémentale qui est assez significative quand on compare certaines pratiques aujourd'hui avec ce qu'on faisait il y a encore, ne serait-ce que quelques dizaines d'années. Donc ça, c'est effectivement un point important, et donc on est donc beaucoup plus dans l'incrémental, mais un incrémental qu'il faut pas mesurer comme des petits effets locaux. En fait, cet incrémental va, à mon avis, relativement vite aujourd'hui, et atteste aussi du dynamisme du secteur et de la profession. Après, pour aller vers le disruptif, c'est évidemment quelque chose qui peut être, qui présente aussi des risques. Alors, le fait que ça présente des risques ne veut pas dire qu'on doit se dire faut surtout pas y aller. C'est pas du tout évidemment l'objet. Mais je pense que l'incrémental, avec la prise en compte, par exemple, aujourd'hui de plus en plus de la qualité, la prise en compte des effets santé, la prise en compte des impacts environnementaux, est une évolution qu'on doit continuer à poursuivre, sans forcément aller chercher immédiatement des disruptions très violentes, parce que dans cet incrément, on a à la fois, je dirais, comme je le disais, tout un ensemble d'aspects qui sont qu'on fait en sorte de garantir. En particulier, je parle de la qualité et des effets et de la maîtrise évidemment des effets santé. Et ça me paraît aussi effectivement une priorité importante, tant que l'on reste bien connecté avec les préoccupations environnementales. Je vais juste rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur le Sénateur, sur les Chinois aujourd'hui sont les premiers à pomper dans le lac Baïkal, plus grosse réserve d'eau naturelle, enfin d'eau douce au monde. Ils ont fait baisser le niveau de 15 mètres, et là maintenant c'est bientôt fini. Donc effectivement les problématiques d'eau vont pas se résoudre. Pour répondre à votre question, Janie, sur à ton avis, qu'est-ce qui va se passer en termes de rupture sur les mobilités? Je pense qu'on va se prendre un grand coup de pied au derrière par les jeunes qui vont juste nous dire, écoutez, mettez en œuvre ce qui est déjà sur la table. Ce sera déjà pas mal. Généralisez. Et quand on regarde aujourd'hui pas mal de jeunes gens sur les fils de tweets de la mobilité, ils nous disent, peut-être que vous pourriez commencer par arrêter de dépenser autant de millions sur les publicités pour les voitures, et puis les passer ailleurs. Juste, vous prenez le dernier numéro de Télérama, il y a 8 pubs pour les voitures. Je vous dis pas le budget. On pourra faire un peu autre chose avec. Et je pense qu'ils vont nous le dire très bientôt, là. Ça commence. Bon, alors, juste une observation. Pour avoir accompagné le groupe interministériel véhicules électriques entre les années 1993 et quasiment l'année 2000, pour le développement du véhicule électrique, avoir travaillé au plus près des constructeurs automobiles français sur cette innovation de rupture qui a été le moteur hybride présenté en 98 à Orlando par Toyota. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une innovation de rupture, pour être assimilée dans une industrie, et surtout dans les industries lourdes, ou en tout cas importantes, eh bien, il y a un temps d'adaptation, parce que les organisations telles qu'elles sont existantes ont une inertie, et cette inertie, elle est incontournable. L'entreprise obéit à des lois organiques qui ne peuvent pas être transformées, je dirais, d'un coup de baguette magique et immédiatement. Ce qui veut dire que autant on est en attente de ces innovations de rupture, autant il faudra accepter un temps d'adaptation de ces grandes organisations, tant humaines que financières, pour pouvoir répondre, je dirais, à leur mise en œuvre en termes de marché. Moi, je suis bien d'accord, mais ceci dit, il y a 3 ans, il n'y avait aucune trottinette. Ça a été le produit qui a été le plus rapidement adopté ces 10 dernières années. Alors, c'est pas la solution idéale, ok, il y a beaucoup de batteries au lithium, ça fait beaucoup de dégâts, leur durée de vie est courte, etc. Mais en termes d'adoption d'un nouveau produit, c'était fulgurant. Il faut pas attendre trop longtemps, parce que sinon, l'innovation de rupture, elle s'en va aux États-Unis. Et chaque année, il y en a des milliers et des centaines de milliers qui quittent l'Europe pour aller aux États-Unis. Pas tous de France, mais en Allemagne, en Angleterre, en France,
Au total, il y a 500 000 gens qui sont partis. Oui, Monsieur Lafitte, cette dernière question est peut-être pour vous. Quand vous avez créé Sophia Antipolis il y a 50 ans, peut-être que à ce moment-là, on n'envisageait pas un bouleversement climatique comme il va arriver. Et maintenant, on se dit que l'attractivité d'un territoire comme Sophia Antipolis, si la température augmente, si l'emballement climatique se précise, est-ce qu'il peut être concerné et gravement atteint par cela? Et nous sommes ici dans un milieu plutôt élitiste par rapport à l'ensemble de la population française. Faut pas l'oublier. Et nous avons notamment des médias qui sont pas encore d'accord avec ce que nous disons ici et qui ont fait que les Gilets jaunes ont eu un tel succès au début parce qu'ils ont été interviewés de façon biaisée par les médias. Et c'est pour ça que 80% des Français, c'est pour les Gilets jaunes. Et que maintenant, il n'y en a plus que 20%. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela? Est-ce que les bouleversements climatiques et environnementaux vont-ils impacter l'activité d'un territoire? Sophia comme un autre, d'ailleurs. Les pluies torrentielles, aujourd'hui, et de la vie des collectivités locales qui forment Sophia Antipolis, les pluies torrentielles constituent une menace, et une menace sur le territoire sophipolitain. Ce qui veut dire que dans les politiques d'aménagement et dans l'entretien de la technopole, il faut absolument que les collectivités prennent en compte ce risque climatique. On va être obligé de terminer bientôt. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Oui, il y en a une. Oui, je voulais simplement dire que je crois au comportement vertueux. Et quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes plus engagé en termes que citoyen qu'en termes de représentant de votre entreprise. Et donc, je voulais savoir si vous pensiez pas qu'on pouvait avoir des prescriptions claires sur les comportements de chacun. Vous savez très bien que Novetic a émis donc des préconisations qui sont que 1 kilo de vêtements neufs par personne par an, avion s'il y a plus de 4 heures, moins de 4 heures, enfin un certain nombre de comportements. Voilà. Que pensez-vous du comportement modèle que vous devriez avoir? Je pense que la publicité contribue au comportement. Et la publicité, c'est pas du tout dans l'esprit de ce que nous disons ici. J'ai un autre point, c'est-à-dire que nous, on pouvait avoir des comportements. Les entreprises, alors je vais faire du coup un peu de publicité, je suis navré, ont aussi des comportements qui sont dictés aujourd'hui par notamment leur statut. Et dans le laboratoire que je dirige, donc le centre de gestion scientifique, on commençait par la gestion des entreprises et puis on s'est intéressé au développement durable, à l'innovation. Et aujourd'hui, on en vient à la théorie de l'entreprise avec une contribution dans la loi Pacte qui sont les entreprises à mission. Car on peut pas, voilà, exactement, car on ne peut pas reprocher à un dirigeant d'entreprise son comportement si en fait, dans son comportement, il suit en fait ce qui lui est demandé. Donc ça veut dire que le problème doit être traité aussi. Il y a nos comportements, il y a les comportements des organisations, et dans les comportements des organisations, il y a évidemment l'État et d'autres institutions, mais il y a aussi, et c'est un rôle majeur, les entreprises. Et donc je signale la possibilité offerte de créer des entreprises à mission et donc de définir une mission qui soit tout à fait compatible avec les engagements dont on a besoin pour le développement la transition énergétique et le développement durable. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et je propose je propose que, à partir de maintenant, ça vous serve de conclusion. D'accord. Non, mais je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord et c'est à nous de changer le comportement et d'aider les consommateurs à changer leur comportement. Ça s'appelle du marketing, hein, d'orienter le consommateur et pas attendre que le consommateur oriente ses choix, mais c'est à nous de les orienter. On essaie de le faire. On a acheté une société qui s'appelle Greenflex, dont le business c'est d'aider les consommateurs à baisser leur consommation d'énergie. On milite pour que nos consommateurs consomment moins de nos produits.
on travaille avec eux pour qu'ils consomment moins de nos produits, ce qui est, je pense, une avancée dans le monde industriel, puisque il n'y a pas beaucoup d'industriels qui poussent leurs consommateurs à diminuer la consommation de leurs propres produits. Et on le fait de manière très active, avec Greenflex, avec de l'efficacité énergétique, dans divers domaines. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. C'est pour ça que je pense, quand je parlais de la taxe carbone, je pense que c'est une manière de se projeter dans l'avenir et de faire une transition ordonnée, où les gens puissent investir, changer leur mix énergétique, évoluer. Et sinon, on risque d'arriver, comme vous dites, à une prise de conscience tardive, avec des événements extrêmes. Et là, on sera dans le désordre et la réaction, les pires qu'on puisse imaginer. Je pense qu'en ce moment, on a Extinction Rebellion qui va prendre de l'ampleur, et là, ça va faire le buzz assez rapidement, beaucoup plus rapidement que l'adoption des trottinettes. Ça va être immédiat, pour peu qu'ils aient un petit peu de fond. Et pour répondre à votre première question, alors moi je viens d'arriver chez Pragma depuis 5 mois. Je m'occupe du développement de la mobilité. On va essayer déjà de mettre on va pas essayer, on va mettre en place des programmes qui sont équivalents à ceux de mes collègues ici. Et puis sinon on va faire passer le plus possible le nudge. Vous savez, le fameux nudge positif. Après, on aimerait juste bien qu'il soit relayé par des gens comme Google. Alors oui, une conclusion très rapide Non, moi je vais pas rajouter évidemment grand-chose. On est bien conscient qu'il faut agir. Je pense quand même qu'il y a déjà un certain nombre d'actions. Maintenant, je dis pas que évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est suffisant. Il faut au contraire accélérer les processus. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'il faut pas aussi oublier de valoriser ce qui est fait, parce que je pense qu'il faut toujours aussi voir où on en est et définir aussi ce vers quoi on veut aller. Parce qu'évidemment, globalement, on veut aller vers une planète saine, on veut quand même garder une alimentation saine aussi, enfin, etc., etc. Il faut aussi la sécurité alimentaire. Là, je reviens un petit peu aussi sur d'autres sujets. Donc tout ça, ça doit être garanti. Donc je pense que il faut effectivement sans doute plus de débats, et des débats plus largement partagés, je dirais, avec l'ensemble des citoyens. Mais je crois qu'il faut toujours quand même garder aussi raison, je crois, et regarder où on en est, ce qu'on a déjà parcouru. C'est évidemment très insuffisant. Là-dessus, je crois qu'on peut pas avoir de doute. Mais il faut aussi qu'on soit clair aussi sur les objectifs et la façon de les atteindre, peut-être aussi par étapes, même si je crois qu'on est tous conscients qu'il faut aller de plus en plus vite, et globalement, il faut aller vite. Oui, pour ma part, je considère que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaye d'arriver à 0 émission nette en 2050 pour la planète. Et on peut encore le faire, mais c'est vraiment difficile. Ça sera difficile, et il faudra que tout le monde s'y mette. Et une mobilisation de toutes les personnes, de tous leurs comportements, et une mobilisation des grands industriels de façon à mettre en œuvre toutes les innovations de rupture technologique qui sont nombreuses, et il faut donc les fournir pour que le financement du pacte finance-climat puisse fonctionner. Il faut qu'il sache ce qu'il doit aider de faire, mais ça ne sera opérationnel que lorsqu'on aura effectivement un accord là-dessus. Alors il se trouve que la prochaine présidente de la Banque européenne d'investissement est consciente de ceci. Je la connais bien. Au Sénat, elle a toujours eu, pour l'innovation, une vision très constructive que malheureusement, dans certains cas, des sociétés, même nationales, comme EDF et autres, n'ont pas voulu accepter. Je pense de solutions très simples, comme adopter ce qui marche aux États-Unis, le Small Business Act, par exemple. Et je crois que
Par contre, des sociétés comme celles qui sont notamment représentées ici, notamment par son président Patrick, c'est un président de qualité. Et je crois qu'il y en a beaucoup d'autres. Oui. Voilà, je crois qu'on va décider que on va décider que c'est la fin de ce symposium. Juste avant de vous renvoyer. Alors, Janie et moi, on remercie énormément les espaces Antipolis de nous avoir accueillis. On remercie surtout les intervenants qui sont ici